Alors ici, je suis sur Luma AI qu'on a utilisé l'autre jour pour générer par intelligence artificielle des objets. Entre-temps, j'ai généré un truc immonde, je vais vous montrer. Ça vous fait parfois des choses dingues. Je vais demander à un rat qui fait de la bicyclette. Donc je vais aller... j'ai d'abord cliqué sur quoi j'ai cliqué? Sur Create, un truc comme ça. Puis je vais aller voir mes créations. Oui, ça c'est juste un écureuil genre Simpson que je lui ai demandé. Écureuil genre Simpson. Il m'en a fait quelques-uns. J'ai précisé style Simpson et voilà. Sinon, ils sont où mes petits Raymond? Ah, il y en a un là, voilà. Voilà. Mais regardez si c'est pas immonde ça. En plus, sa queue, elle est bizarre, il y a des trous dedans. C'est dégoûtant. J'aurais dû amener les sachets en carton au cas où quelqu'un vomit. Bon, on remarque que, évidemment, toujours, les trous entre les rayons de la bicyclette, c'est foireux, tout est foireux. Mais les images 2D que l'intelligence artificielle faisait vers 2020, ça ressemblait à des choses immondes comme ça. Autrement dit, si vous vous projetez, vous allez vous dire que d'ici 2-3 ans, Luma AI et d'autres logiciels vont pouvoir générer tout ce que vous voulez. Et ce sera nickel. Et peut-être même animable directement, parce qu'actuellement, les choses sont animables si on les passe dans un autre logiciel pour faire ce qu'on appelle la kinématique inverse. La cinématique inverse en français. Donc, il s'agit de mettre sur les objets des bones pour pouvoir les animer, un squelette pour pouvoir animer les choses. Donc, vous aviez déjà entendu parler de la kinématique inverse, Inverse Kinematics. La version anglaise de l'article ne montre pas plus, si ce n'est peut-être des formules. Voilà, si je tape juste ça dans Google Setup IK 3D, je vais tomber sur plein de choses qui parlent de la kinématique inverse, donc arriver à mettre sur les... ça s'appelle aussi le rigging. Ah, peut-être que là, le rigging, riguer, faire du rigging, ça vous dit peut-être un peu plus. Mais enfin, vous voyez. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quel que soit ce que vous demandez de générer à Luma AI ou à d'autres logiciels d'intelligence artificielle qui font de la 3D, il est possible ensuite de mettre des bones dessus de manière plus ou moins automatique pour faire de l'animation. Donc il y en a qui s'en servent dans le monde réel de la production d'images. Même si actuellement c'est très sommaire, hein, c'est pas pour des personnages et des personnages principaux. Rigging, évidemment, si je tape juste rigging, je tombe là-dessus, super. Rigging 3D, voilà, c'est tout de suite un peu mieux. Le rigging, riguer. C'est un boulot en soi, c'est un des boulots, quand on travaille en équipe en 3D pour produire des films, c'est un des boulots. Il y a des personnes qui ne font que ça, le rigging. Et là aussi, il y a de l'intelligence artificielle qui arrive pour aider. Voilà, vous avez des choses qui arrivent. Donc apparemment, rig viendrait de termes qui se traduit par gré. Donc apparemment, ce n'est pas un acronyme. Moi, j'aime bien savoir d'où viennent les mots. Mais donc, on en revient peut-être à la première image qu'on avait vue avec les grues. Donc, quoi qu'il en soit, j'approfondirai le sujet un peu plus loin. Voilà, alors... On a tendance, quand on voit ce genre de choses, l'intelligence artificielle, à vouloir philosopher. Et alors, dans les pays européens, c'est quasiment toujours le même discours, c'est unanime. Il faut légiférer, réglementer l'intelligence artificielle pour protéger les métiers de la production, les métiers d'image.
Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure voie, mais nous allons voir. Moi, je pense qu'il faut embrasser les techniques, les utiliser, les intégrer à ce que vous connaissez déjà. La posture de dire qu'il faut réglementer, qu'il faut interdire. Si vous le chassez, ça va revenir par la fenêtre. Par la porte ou par la fenêtre, ça va revenir. Bien, quoi qu'il en soit. Là, j'étais dans les créations. Je vais retourner dans Luma AI et cette fois-ci, je vais aller voir la partie plus historique, on va dire, de Luma, parce que leur générateur d'objets par intelligence artificielle, évidemment, c'est nouveau. Mais il y a la partie capture. Et alors, figurez-vous que les captures, en fait, qu'on fait, avec un smartphone, avec un iPad, avec une caméra, elles sont accessibles à tous, elles sont accessibles à Luma. Donc, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'ils permettent qu'on puisse capturer des objets 3D, les montrer, on peut tourner autour, on peut même les récupérer dans un logiciel 3D. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, figurez-vous, ça entraîne leur système d'intelligence artificielle qui est là sur le côté et qui génère des objets. Et ça entraîne aussi leur système d'intelligence artificielle parce qu'il y en a des réseaux neuronaux qui créent la capture. Donc, plus il y a de gens qui capturent des objets, des personnages, même vous, on peut vous capturer vous, votre tête en 3D, plus le système capture bien. Bon, ça c'est typique des intelligences artificielles. Plus ils travaillent, mieux ils travaillent. Ils s'améliorent. Donc je vais sur capture ici. Voilà. Non, excusez-moi, je suis revenu en arrière. Je ne vais pas aller sur capture pour voir ça. Je vais aller sur capture ici en haut à droite. Voilà. Alors, il y a des captures de différentes personnes et c'est un peu lent pour charger. On va attendre un peu. Vous voyez? On voit déjà les pseudos des personnes qui ont capturé. Et moi, je vous ai capturé un chien bleu. Bon, c'est juste une peluche bleue de chez Ikea. Et je vais vous montrer. Et j'ai capturé ça dans un appartement où j'avais très très peu de recul, donc c'est foireux. J'avais que 1 mètre de recul autour de l'objet. Voilà. Donc je vais cliquer sur mon chien bleu. Il arrive. Il n'y a pas de curseur de progression, c'est ennuyeux. On ne sait pas. Il y a juste en bas à gauche un petit log qui dit données transférées depuis clarity.ms ou quoi. Je n'ai pas bien vu, mais c'est en train d'arriver. Et alors c'est un système de capture par nuage de points. Vous allez voir, il y a différents systèmes de capture. On va parler un peu de ça. Voilà. Voilà. Donc vous voyez un peu l'appartement, j'avais très très peu de recul, c'est l'endroit de l'appartement où il y avait le plus d'espace autour, mais donc voilà. Donc il vous fait une petite animation, c'est sympa autour. Mais surtout, là je vais cliquer, ok, et zoomer en arrière. Non, c'est pas chez moi. C'est trop chic pour être chez moi. Bon, quoi qu'il en soit, je vais zoomer en arrière. J'ai peut-être zoomé un peu trop en arrière. Voilà, avec le bouton de la souris que j'enfonce, je vais pouvoir recentrer un peu parce que c'était un peu foireux. Voilà, donc je peux tourner avec la souris, le bouton gauche, je peux tourner autour. Vous voyez. En principe, je peux aller en bas aussi, mais j'ai peut-être pas assez zoomé. Voilà. Voilà, je peux aller en bas aussi. Donc, pour montrer un objet que vous auriez fait ou acheté, vous voulez le montrer à un client, pourquoi pas, ça peut être une solution, capturer, il va pouvoir tourner autour, ou quelque chose que vous vendez, vous faites du e-commerce, plutôt que de montrer une bête photo, vous pouvez capturer, sauf que ça prend quand même
pas énormément de temps pour capturer, c'est 2-3 minutes, parce qu'il faut tourner autour et suivre les instructions. Mais après, il y a 30 minutes de calcul chez Luma AI pour vous produire le fichier utilisable. Donc très intéressant. Vous remarquez qu'il y a des artefacts. Attendez, même quand je tourne autour, est-ce qu'on voit des artefacts? Non, c'est quand je zoome trop en arrière qu'il y a comme les murs. Si, il y a quand même des flous qui sont là. Ok. Le reste de l'appartement est visible un peu. Donc c'est vraiment des conditions de capture pourries, ceci. Hein. Pas assez de recul. J'ai dû me contorsionner pour arriver à faire tourner mon iPad autour de la bestiole. Quoi qu'il en soit, quand je suis donc sur ici le chien, j'ai la possibilité de télécharger. Bon, déjà, il y a la possibilité de le partager avec quelqu'un. Pour que votre client éventuellement puisse le voir, vous avez la définition d'image, le links, la possibilité d'intégrer dans un site web avec le système de la balise iframe. Voilà. Donc ça peut être partagé avec des gens qui n'ont même pas Luma AI qui est installé. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ceci, pour pouvoir télécharger. Et vous voyez les téléchargements. On peut télécharger de différentes manières, dont le GLTF, qui est un format 3D qu'on a déjà utilisé, qui, en un seul fichier, intègre la mèche, donc le grillage, le volume 3D, et la texture. Voilà. Alors, la technologie qui a été utilisée ici pour capturer, c'est le Gaussian Splat. Voilà. C'est une technique, le Gaussian Splat, une technique nouvelle. Depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle la photogrammétrie. C'est faire capturer une scène sur base d'une série de photos ou d'une vidéo. Mais, et je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant parce qu'on va analyser ça un peu plus loin, mais ça ne permet pas de faire des objets 3D importables dans les logiciels. Alors, je l'ai déjà téléchargé en version low poly. Tiens, je vais faire une exportation high poly ici. Ok. Je vais indiquer ici qu'il s'agit de la version high poly. Donc beaucoup de polygones, beaucoup de détails donc. Et forcément, ça risque de prendre un peu plus de temps pour le télécharger. Alors, je vous montre dans Dimension, j'ai importé le modèle qui m'a créé, le GL. Et voilà, dans Dimension, on peut tourner autour. Mais vous voyez que le support que j'ai utilisé, la chaise à piano, a été considéré comme étant, comme faisant partie de la capture, en fait. Donc, idéalement, j'aurais peut-être dû poser, en fait, le chien sur le sol et peut-être que l'exportation par Luma, il aurait considéré que le sol ne fait pas partie de la capture. Ça aurait été le plus intelligent. Mais en tout cas, voilà. Et ça, c'est le low poly. Bien. Alors, voyons s'il m'a exporté la version high poly. On va voir. Je vais aller importer ça. Fichier importé, modèle 3D. High poly, le voilà. Bien. Alors, ça dit quoi? Au niveau de la taille, ben, j'ai pas les tailles qui sont indiquées ici. Ah si, ok. Ben, le low poly faisait 13,5 mégaoctets et le high poly 57. Voilà, 58.
Voilà, il est arrivé. Je vais le mettre à côté. Là, c'est celui qui est à droite. Et je vais pouvoir essayer de comparer. Donc, la version low poly. Je vais surtout m'intéresser peut-être à l'œil, on va voir, et l'oreille, là, voilà. On voit peut-être que au niveau des pixels, c'est pas encore génial, mais dites-vous bien que ça va s'améliorer. Ah, ça me rappelle quand j'étais jeune et graphiste, et quand je commençais à devenir un peu bon, il y en a qui disaient « Ah, il faut arrêter, c'est vraiment nul ce que tu fais. » Tout ça parce que je devenais trop bon. Alors moi, j'avais toujours ma petite phrase. Ah, mais non, mais ok, c'est pas très bon, mais je vais m'améliorer. Et alors là, la personne, non, non, surtout pas, n'essaye. Ça me fait rire. Les gens sont tellement stupides. Ok. Ah ça, la stupidité est universelle. Alors, voyons un peu ça. L'œil, ben vous voyez la différence? Allez, je vais aller remettre l'autre parce que c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, c'est quand même un peu plus flou ici, moins détaillé, alors que celle d'à côté, le high poly, c'est un peu mieux. Et on fait quoi, monsieur, avec cette technique? Donc, par exemple, ça peut servir à montrer un objet que tu vends, ou tu as un client qui vend des choses, plutôt que de montrer des bêtes photos sur le site web, il peut montrer des objets autour desquels on peut tourner. Pas ici dans Dimension, mais dans l'exportation directement de Luma AI, l'intégration sur un site web, ça peut être sympa de montrer qu'on peut tourner autour de l'objet. Il y a des sites web qui le font, parce que pour vraiment appréhender l'objet dans toutes ses dimensions, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc je répète, capture qui est vraiment pourrie parce que j'avais très peu de recul dans l'appartement. Mais enfin malgré tout, c'est pas trop mal. Je vous rappelle qu'avec Adobe Dimension, on peut également faire de l'exportation. On peut également faire de l'exportation de scènes. Là, j'ai juste mis... J'aurais peut-être dû mettre un sac en papier, mais ils sont minuscules, je dois les agrandir, parce qu'en fait, le chien n'est pas arrivé à sa bonne dimension. Quelle hauteur est-ce qu'il a, d'ailleurs, le chien? 274 de hauteur. Donc, avec son tabouret, il fait 2,74 m. Non, il y a une petite erreur, là, de calcul de la dimension. Donc, vous voyez, c'est pour ça que quand j'amène un objet 3D dans Dimension, ici, il est trop petit. Mais en fait, non, c'est le chien qui est trop grand. Ben oui, je vais réduire le chien plutôt. Ok, donc, supposons que j'ai mesuré le chien et que sa hauteur, c'est 64 cm. Voilà, je mets 64 cm ici, touche tabulation. Et voilà, il est là. Et maintenant, il est par rapport au sachet à dimension normale. Ok, donc j'étais en train de vous dire, n'oubliez pas qu'il y a possibilité, toujours, dans Adobe Dimension, d'exporter une scène pour que n'importe qui, même qui n'a pas Adobe Dimension, puisse la voir. Vous avez ici le bouton de partage. Donc vous pourriez même mettre plusieurs objets capturés par Luma, les mettre l'un à côté de l'autre. Vous avez la possibilité d'exporter un instantané, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais pourquoi pas, pour montrer rapidement à quelqu'un une scène. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est publier une scène 3D. Je vais lui mettre un nom. Voilà. Chien bleu et sachet. Pas facile à prononcer le matin. Je vais cliquer sur créer un lien public. Et là, ça peut prendre un peu de temps. Ah oui, l'idéal, ce serait de mettre un sol. On met parfois même un sol courbé. Vous voyez, comme dans les studios photo. Sauf que c'est un sol fait en 3D. Vous voyez ici, évidemment, c'est un fond vert, c'est pas l'idéal comme exemple, mais
dans Dimension, vous pourriez faire l'équivalent de ce qu'on fait dans un studio photo, une toile de fond avec le raccord entre le sol et le mur, c'est courbé. Ça peut être intéressant de faire ça dans Dimension, mais donc c'est tout ça pour vous dire que ce que je suis en train d'exporter là pourrait être amélioré, bien sûr. Alors, vous voyez que ça prend quand même pas mal de temps. Ça dépend aussi de la... Ah ben voilà, c'est fait. J'allais dire de la rapidité du web. Donc ici, je vais cliquer sur Afficher sur le web. Donc, je suis sur cette adresse-là, assets.adobe.com, avec une URL spécialement rien que pour mon objet. Bien sûr, je pourrais fournir au client une URL simplifiée. Clic gauche de la souris, voilà. Ah, il est un peu bas dans la page. Par contre. Comment faire pour le remonter? Ah si, bouton droit, on peut repositionner. Donc voilà des instructions qu'il faudra redonner au client pour qu'il puisse regarder. Et donc voilà, c'est pas génial ça? Non, hein, c'est nul. Vraiment, quand ça vous fait des choses comme ça en quelques clics, c'est révoltant. J'aurais pu dans Dimension travailler les éclairages, aller mettre un éclairage 3 points, le modifier, modifier sa force, etc. Donc ça aurait été mieux. Enfin, tout peut être amélioré ici, mais voilà. Oui, avec des ombres, c'est sympa aussi. Alors nous, on va faire une capture ici avec mon iPad. Alors il se trouve que c'est un iPad Pro avec scanner LiDAR intégré. Mais ce genre de capture 3D fonctionne depuis pas mal de temps. J'ai commencé en 2015 à faire de la capture 3D comme ça, avec un logiciel qui n'existe plus, enfin une application sur smartphone qui n'existe plus, ça s'appelait 1, 2, 3, Catch. Ça a été réintégré, racheté par d'autres, ça n'existe plus en tant que tel. Et donc un LiDAR, c'est un système de radar intégré à votre smartphone, pas nécessairement Apple, il y a d'autres marques qui le font, ou iPad. Généralement, je pense que c'est uniquement les pros, les grands iPads, ou petits, iPad Pro d'ailleurs, ça existe aussi, mais en tout cas la version Pro. Et ça peut aider à la capture. C'est quelque chose en plus. Donc LiDAR ou télédétection par laser, Light Detection and Ranging, utilisé depuis pas mal de temps, notamment par les scientifiques, vous avez sans doute vu ça, parce que ça permet de voir sous les arbres en fait. Vous, au départ d'un hélicoptère, vous scannez avec un LiDAR et vous arriverez à voir des bâtiments qui sont cachés sous les végétations en fait. Donc c'est comme ça qu'on retrouve de plus en plus ces derniers temps des architectures précolombiennes, donc avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est précolombien, en Amérique du Sud, grâce à ça, des choses qu'on aurait pu trouver avant que par hasard, cachées dans la forêt amazonienne et qui est grande en fait, je vous rappelle, c'est quand même très grand. Donc voilà le genre de choses qu'on voit avec un LiDAR sous les arbres. On voit des fondations, des ruines. Bien. Donc, sachant cela, au niveau marketing personnel ou de l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou de votre entreprise, ça peut être bien de dire, voilà, je vous capture des objets avec une technologie qui est utilisée par la science, le LiDAR. Voilà, vous mettez en avant. Il ne faut pas rater une occasion de mettre en avant, au niveau marketing, vos compétences, les technologies que vous utilisez.
Vous n'êtes pas obligé de dire que sur un smartphone à 500 €, vous avez un lidar qui est d'office intégré. Ça, les gens le découvriront peut-être, mais dire que vous utilisez du lidar, une technologie scientifique, voilà, ne ratez pas une occasion. De faire du marketing, de faire du storytelling de votre entreprise, racontez ce que vous faites. Alors, capture de cette paire de patins avec Luma Capture. Donc, on centre d'un côté la croix sur l'objet. On doit aller de l'autre côté. On centre également sur l'objet. Puis, on passe à un processus où ça va nous demander de placer l'objet dans une boîte virtuelle 3D avec les petites flèches bleues là. On agrandit la boîte dans tous les sens pour que ça englobe virtuellement les patins. Donc là, on est en train de préparer la capture avec Luma AI. Donc une fois qu'ils seront capturés, on pourra les visualiser, tourner autour, mais aussi faire un export en tant que modèle 3D et les récupérer dans n'importe quel logiciel 3D. Donc ça se fait de plus en plus pour générer facilement des objets 3D plutôt que de passer des heures, et ce serait le cas dans le cas d'un objet aussi complexe, des heures à modéliser un objet. On le capture. Donc là, on doit tourner autour de l'objet à différents niveaux. Il indique où il faut positionner le téléphone. Et il faut faire le tour complet avec les petites barrettes roses qui vont se transformer en bleu pour indiquer qu'on a bien capturé à ce niveau-là. Vous voyez les petites formes fantômes de GSM qui indiquent où il faut positionner le GSM. Autre niveau, on capture à nouveau. Alors vous voyez que ça balance pas mal, le GSM n'est pas stable, ça va quand même fonctionner. Une autre solution, c'est de mettre le GSM sur un pied, un trépied, et de poser l'objet à capturer sur un plateau tournant. Ici, l'éclairage n'est pas idéal. On voit que c'est fait dans un couloir avec un éclairage de lumière du jour qui vient de la porte vitrée. Sous certains aspects, les patins ne sont pas bien éclairés, mais malgré tout, ça va fonctionner. En fait, on fait juste un test là pour le processus, mais bien entendu, normalement, s'il ne faisait pas si froid dehors ce jour-là, on serait sorti déjà pour avoir les patins en lumière du jour. Alors vous voyez qu'on va en avant, en arrière, de manière à capturer vraiment tous les angles à ce niveau-là. Voilà, et on va passer au dernier. Et on fait à nouveau le tour. Donc c'est un peu pénible, ça prend du temps. Il faudrait automatiser ça, si possible, si on a beaucoup d'objets à capturer. Donc ça peut servir aussi pour capturer des objets dans un musée, pour archiver. Donc il y a du potentiel au niveau économique, entreprise derrière ces nouvelles technologies. On pourrait aussi utiliser du matériel plus professionnel, comme des appareils Reflex, avec une capture bien meilleure. Donc là, ça peut prendre 20-30 minutes. Il y a un entraînement de l'intelligence artificielle, le NERF. Donc le NERF, ce sont des technologies assez récentes de fin 2023, 2024, et voilà, c'est l'avenir. Voilà, alors je vais sur le site Luma AI, je vais sur la partie capture et non pas sur la partie création d'objets par intelligence artificielle. Voilà, plein de gens ont déjà capturé des choses. Mes captures sont dans le menu en haut à droite. Voilà les patins.
Ok, je vais cliquer pour arrêter le travelling caméra. Et là, manuellement, je tourne autour. Avec la roulette, je peux zoomer. En appuyant sur la roulette, je bouge. Et donc, je visualise. Alors, je vais aller sur le bouton de partage et je vais copier le lien. J'en fais un bit.ly que je vous montre là tout de suite. Voilà, en tapant ceci dans la barre d'URL d'un navigateur web, vous devriez arriver sur le lien qui vous permet de visualiser sur un ordinateur valable, avec un navigateur récent, visualiser en 3D, avec la souris, tourner l'objet. Donc tout ça offre des perspectives pour le e-commerce évidemment. Et pas seulement, parce qu'après on va faire l'export en 3D du patin et on va visualiser dans Dimension. Donc voilà, je viens d'enfoncer la touche Entrée et c'est la même chose que quand j'étais dans Luma AI, possibilité de visualiser, tourner. Bon, ça lag un peu ici, mais c'est dû au réseau, mais normalement ça doit être assez rapide. Donc roulette pour s'approcher ou s'éloigner. Voilà. Enfoncer la roulette pour bouger. Ah oui, alors de temps en temps, il y a les murs qui sont visibles là. Il ne faut pas zoomer trop en arrière. Alors je vais rezoomer en avant. Non, je vais bouger là. Ce sont des formes bizarres. Il faudrait les isoler. Je pourrais bien sûr exporter l'objet 3D au départ de Luma AI, les mettre dans un environnement qui convient, un socle en 3D ou quoi que ce soit, un support en 3D, peu importe, et de là réexporter vers le web pour le voir sans le décor. Alors justement, le téléchargement de l'objet 3D, par la petite flèche là en haut à droite, quand je suis dans Luma AI, et je vais choisir le format GLTF iPoly par exemple, voilà. Donc le fichier GLB avec les textures tout en un va arriver. C'est un des formats possibles. Je l'enregistre. Je suis désormais dans Dimension, un logiciel 3D, donc évidemment, ça pourrait être n'importe quel autre. Et je crée une scène et je vais importer le modèle 3D, donc fichier importer modèle 3D. Je vais le chercher là où il se trouve. Le voilà. Je zoome en arrière. Alors au niveau de la dimension, c'est à corriger parce qu'il fait 154 cm de haut. Il n'a pas bien capturé la taille de cet objet. Voilà. Alors je vais quand même ici faire le rendu rapide ray tracing. Ah, ça donne déjà un tout petit peu mieux. Avec un éclairage. Voilà. Bon, il faisait un peu froid ce jour-là, donc c'eût été mieux de sortir et d'être en éclairage naturel. Peut-être essayer une nouvelle capture dans de meilleures conditions. Mais techniquement, voilà, vous avez le processus. C'est quand même facile. Un enfant de 12 ans y arriverait sans problème. Et donc, c'est ça qui est surprenant et intéressant. Un petit rendu plus sérieux. Ok, ça avance. Le rendu n'est pas si mal que ça. Bon, c'est suréclairé, mais ça c'est à régler. J'ai juste jeté un éclairage vite fait, sans régler. Voilà, et j'ai fait juste un rendu en 1000 pixels sur 600. Et donc,
C'est flou parce qu'il n'y a pas beaucoup de pixels, mais ça commence à ressembler à une vraie photo. Donc voilà, en supposant que j'ai placé ces patins dans un décor, je vais pouvoir éventuellement faire un partage au départ du logiciel 3D. Donc, dans Dimension, en haut à droite, bouton de partage, publier une scène 3D. Voilà, je vais taper ça comme nom. Créer un lien public. Donc, c'est en train de préparer. Donc là, c'est sur le cloud de Adobe que ça va se trouver. Tout est gratuit chez Luma. Pourquoi? Mais parce que ils entraînent leur intelligence artificielle avec toutes les captures que vous faites. Et finalement, à certains moments, évidemment, ce sera payant. C'est toujours le schéma économique en place. Voilà. Alors, avec le bouton la souris, je tourne. Et bien sûr, l'objet, je n'ai pas dit, mais doit être nettoyé. Et la capture était mauvaise condition d'éclairage. Il y a un nettoyage nécessaire de la mèche, de la grille 3D, du maillage. Voilà. Donc ici, je ne vais pas vous faire un bit.ly parce que l'adresse est tellement simple, c'est quand même pas difficile de taper adobe.ly/3p71ech avec les majuscules là où il faut, les minuscules là où il faut. Voilà, donc à l'arrache, capture dans des mauvaises conditions, mais malgré tout, c'était pas mal. On va en analyser d'autres, des captures qui ont été faites, notamment la capture d'une voiture et d'une moto, parce que ça permet de capturer bien sûr des objets plus grands, même avec un drone, des bâtiments. Voilà.